À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Bérébi. Ce soir, Bac-1 sur les traces de l'international situationniste. Bonsoir Gérard Bérébi. Bonsoir. On se retrouve après avoir évoqué lors des 2 premières émissions votre enfance en Tunisie, puis votre arrivée à Paris, qui coïncide presque avec le soulèvement de mai 68. Vous nous avez donné hier votre récit de cette période et les rencontres intellectuelles associées. Aujourd'hui, c'est sur les années qui suivent immédiatement mai 68 que je voudrais vous entendre. Après 1968, il y a 1969, et 1969, c'est la mort du général de Gaulle. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Ouais. Je me rappelle de la couverture de Charlie Hebdo. Balle tragique a colombé les 2 églises, un mort. Mais pour comprendre cette ironie scabreuse, il faut savoir que quelques semaines auparavant, il y a eu un incendie dans une boîte de nuit ou une chose comme ça, et il y a eu peut-être 20 morts ou une chose comme ça, et ils avaient fait une couverture à peu près identique en disant balle tragique, 29 morts, ou je ne sais plus le chiffre exact. Évidemment, c'était très réjouissant parce que pour nous, c'était une vieille barbe, forcément. Et récemment, en faisant une recherche, j'ai écouté sur YouTube un discours du général de Gaulle. Et je dois vous dire que j'ai été vraiment frappé par la langue française qu'il utilisait. Et j'ai été frappé parce que je me suis dit, mais c'était dans les années 60, c'est-à-dire il y a 50 ans, ou 40 ans au moment où 45 ans de distance. Et quand je vois le français utilisé aujourd'hui par les hommes politiques, mais j'étais éberlué, j'ai réécouté le général de Gaulle une 2e fois, j'ai fait amende honorable. Et c'était étonnant, c'est-à-dire qu'il ne lisait pas un discours. Il n'y avait aucune faute de langue, aucune faute de concordance de temps. C'était impeccable, quoi, et ça avait du sens. Et c'était un homme qui avait des convictions. En vous disant cela, c'est l'occasion pour moi, c'est venu spontanément, de vous dire que je ne suis pas l'homme d'un parti. Même si je peux avoir des partis pris naturellement, je ne vois pas que ma chapelle. Et j'entends tout ce qui peut se dire, là ça a été accidentel, et si j'entends une chose juste dans la bouche de quelqu'un que je n'apprécie pas, j'écoute d'abord et je pense qu'il vient d'être prononcé une parole qui me paraît juste. Et donc, j'ai pas du tout l'esprit de parti, encore moins de secte, et j'ai pas de groupe, quoi. Et puis, je fais partie, et ça s'est ressenti par la suite, parce que c'est des choses qui éclatent, qu'on ne peut pas masquer, c'est-à-dire, je ne fais partie d'aucun milieu. Vous, ce qui vous intéresse à ce moment-là, donc toute fin des années 60, vous avez 18 ans, vous avez pris la tangente, comme vous dites, vous n'allez pas à l'université. C'est donc un autre général, qui se révèle, en tout cas, c'est de bord. Pour moi, je ne le percevais pas du tout comme ça. Après des années, j'ai même fait un livre qui s'intitule « Le général situationniste ». C'est un livre d'entretien que j'ai réalisé avec Daniel Laurent, qui rapporte les propos d'un vrai général de l'armée belge, type extrêmement drôle au demeurant, en plus de l'expérience qu'il nous a racontée. Piet de Groef. Piet de Groef. Piet de Groef. Piet de Groef, général aviateur bombardier de l'armée belge. Et qui était porté sur les mouvements d'avant-garde quand il était jeune, mais quand il était jeune et qu'il a fait partie du mouvement situationniste, il était déjà militaire. Il n'était pas général parce qu'il a été général beaucoup plus tard. Il faisait partie du mouvement situationniste. Et c'est un peu parce qu'on avait collé l'étiquette à de bord de général que j'ai trouvé très amusant d'inventer ce titre, le général situationniste. J'ai été frappé par une figure très frappante. Tout simplement, je veux dire, c'est une tautologie, quoi, mais ça s'est passé comme ça. Et quand j'ai commencé à découvrir les textes situationnistes, j'ai quitté l'école, comment dit-on aujourd'hui, je suis Bac-1, et puis je faisais n'importe quoi. Je vivais à droite à gauche, je travaillais pas, je travaillais, j'ai fait plein de petits boulots. C'était une époque où, quand j'en avais marre, je m'arrêtais dans la journée, je réclamais ma paye, et je partais sans me préoccuper du tout
que je n'avais, du fait de ne plus avoir de travail. Je dis ça parce que c'est difficile à percevoir aujourd'hui, parce que ça paraît une époque très, 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 très lointaine, parce que ça n'était pas un problème de trouver un travail 1 mois après ou 6 mois après. Il suffisait que j'achète un journal, que je regarde les petites annonces, je trouvais un travail de chauffeur-livreur et j'étais embauché le premier jour où je cherchais, voire le 2e ou le 3e jour. Donc c'était une époque, l'influence de l'esprit de 68, c'est-à-dire que je ne voulais pas me laisser embrigader, que ce soit dans une vie réglée, une vie de famille, un travail régulier. J'avais d'autres aspirations et je pensais qu'il fallait que je me laisse porter par ces aspirations qui prenaient le contre-pied de tous les discours. Je devais faire mon service militaire, je ne voulais pas faire mon service militaire parce qu'entre-temps, j'ai été naturalisé français à la demande de ma mère. J'étais mineur, mais à l'époque, la majorité n'était pas à 18 ans, mais à 21 ans. Donc j'ai été français un peu avant 21 ans, ce qui fait que j'ai été appelé au service militaire et pour moi, c'était une horreur. Et donc, j'ai fait une comédie qui a marché, j'ai été réformé, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai même été réformé, je crois que c'était P4, c'est-à-dire c'est réforme définitive. C'est-à-dire que même en cas de guerre civile, j'aurais pas été appelé. Comment j'ai fait comme comédie? J'ai forcé le trait, j'ai dit que j'étais pas simplement fou, comme je devais l'être un peu, ça a dû marcher, ils ont dû finir par me croire, quoi. Vous leur avez simplement dit « je suis fou ». Je n'ai pas dit. Vous avez joué le jeu. J'ai joué le jeu, j'ai été voir un psychiatre qui m'a fait un dossier, et puis j'ai rencontré un vieux militant anarchiste qui m'a dit, pendant la guerre d'Algérie, pour se faire réformer, fait un truc, il m'a dit « tu dors pas pendant toute la nuit, si possible tu dors pas pendant 2 nuits, tu bois pas mal de vin blanc, ça va te mettre dans un état de tension et d'excitation ». Des petites combines, quoi. Vous avez été donc chauffeur-livreur, vous dites, vous avez multiplié les petits boulots, quoi d'autre? Tous ces boulots que j'ai fait à l'époque, j'étais pion d'internat, chauffeur-livreur, employé de bureau, manutentionnaire, et puis ça a duré le maximum 6 mois, et puis j'ai travaillé dans des laboratoires photographiques. Ça aussi c'est une chose caractéristique de l'époque, je voulais faire de la photo, donc je ne savais pas faire de photo. Et donc, j'ai cherché un travail dans un laboratoire photo. Et puis, je suis tombé sur un type, un vieil espagnol, dans le laboratoire qui m'avait pris en sympathie et qui m'a appris tous les secrets du métier de laboratoire pour le tirage photo. Et puis j'ai acquis ce savoir et je l'ai conservé. Et puis, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait du stop, j'ai été dans différents pays d'Europe parce que je voulais savoir, je savais pas où aller, partais, quoi. Je me souviens, le premier voyage en stop que j'ai fait, je devais avoir 17 ans et j'ai été à Charleville-Mézières. La ville de Rimbaud. Et puis, il y a une voiture qui me prend en stop et puis quand j'ouvre la porte de la voiture, je mets mon pied par terre et mon pied était dans la neige jusqu'au genou. Et je me suis dit, merde, j'avais pas calculé que c'était l'hiver, quoi. C'était une impulsion, je lisais Rimbaud, je voulais aller voir, et les choses se passaient comme ça. C'est-à-dire, ma mère m'a vu partir avec un vac-sac à la main, elle m'a dit, où tu vas? Je dis, je m'en vais. Elle m'a dit, si tu t'en vas, tu reviens plus à la maison. Je dis, je reviens plus. Et évidemment, quand je suis revenu, elle m'a dit, tu as maigri. C'était des histoires que je considère, assez banales, en fait. Et c'est un peu plus tard alors que vous vous mettez sur les traces des situationnistes à travers le ou... Alors là, quand j'ai commencé à lire les textes situationnistes, je découvrais beaucoup de choses et c'était un moment très passionnant. Donc on est au début des années 70 là. Voilà, au début des années 70. Et il y a cette particularité chez moi qui vient, je ne sais pas trop d'où, c'est que quand j'ai découvert tout ça, j'ai découvert les situationnistes comme la plupart des gens ont découvert les situationnistes au moment de leur célébrité. C'est-à-dire quand ce qu'on appelle aujourd'hui le grand public les a découverts et qu'on en parlait dans les journaux. Très vite, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et donc j'ai commencé à chercher la revue, les anciens numéros qu'on ne trouvait pas très facilement.
je cherchais des connexions, parce que dans leurs revues, ils critiquaient des gens, des revues, des livres, etc. Ils avaient la dent dure avec tout le monde, et ça me plaisait beaucoup. Et donc, je suis remonté jusqu'aux origines, au mouvement lettriste. Quand j'ai commencé à chercher, à entrer en contact avec un individu qui a fait partie du mouvement lettriste, c'était en 1978, qui était la période concomitante où j'étais entré dans cet appartement à la Goutte d'Or. L'appartement où nous sommes aujourd'hui pour enregistrer cette émission. Il y avait un annuaire du téléphone et j'ai cherché un nom. C'était celui de Volman. Il y avait un Volman et il y avait un numéro de téléphone. J'ai composé le numéro. Un homme me répond. Je lui dis bonjour, vous êtes bien le Volman de l'Internationale lettriste? Il m'a dit mais ça ne nous rajeunit pas ça. Après je ne sais pas comment les phrases se sont enchaînées. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Et j'ai appris après coup que c'était exceptionnel parce que généralement il raccrochait aussitôt quand il recevait ce genre de coup de fil. Volman, pour situer, c'est notamment celui qui a coécrit avec Debord le manuel du détournement. Le mode d'emploi du détournement. Le mode d'emploi du détournement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui, son rôle Il a joué un rôle prédominant, un rôle déterminant dans la constitution de l'Internationale situationniste, mais il n'en a pas fait partie, il a été exclu un peu avant. C'est-à-dire qu'il était le moteur avec Debord de toutes les idées fondatrices dans le mouvement lettriste qui ont été concrétisées théoriquement pour créer le mouvement situationniste. Et j'ai rencontré un homme qui pouvait être mon père, quoi. Moi, j'étais tout jeune et je ne savais pas grand-chose. Et c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un type fort, droit, un artiste véritable. Et Volman faisait partie de l'aile gauche du mouvement lettriste qui avait été créé par Isidore Isou, et les jeunes lettristes Debord, Volman et d'autres ont rompu avec Isidore Isou. Il prenait le contre-pied du surréalisme qui était le mouvement qui les précédait. Ils étaient très virulents contre les surréalistes et contre André Breton à l'époque, et ils ont amené toute une réflexion critique qui m'a passionné, notamment à travers des textes théoriques comme la théorie de la dérive, le mode d'emploi du détournement, qui est un texte fondateur du mouvement situationniste et qui m'a permis d'évoluer vers la suite de l'histoire de ce mouvement. Tous les éléments pris n'importe où peuvent faire l'objet de rapprochements nouveaux. Et vous découvrez que finalement, l'Internationale situationniste a une histoire qu'elle cherche en partie à occulter, et vous devenez en quelque sorte l'historien. Mais moi, je n'ai pas cherché à contester quelque chose en faisant cela. Encore une fois, c'est une chose qui m'a échappé, c'est-à-dire que le travail que j'ai fait sur les origines du mouvement situationniste, je pensais qu'il devait être fait parce que je ressentais le besoin de trouver cette histoire, et comme j'étais en plein dedans, c'est moi qui ai rassemblé tous ces documents, mais je ne voulais pas montrer des choses qui étaient cachées. D'ailleurs, je ne le savais pas qu'on voulait montrer certaines choses et pas d'autres. C'est pour ça que le livre que j'ai fait a un peu dérangé. Et la personne que j'ai rencontrée ensuite, c'était d'ailleurs à un vernissage de Volman, c'était Michel Bernstein, qui était membre fondateur du mouvement situationniste, qui a fait partie du mouvement lettriste, qui était la première épouse de Guy Debord, qui a été aussi l'épouse par la suite de Ralph Romney. Et très rapidement, nous sommes devenus amis, parce que bien sûr, on parlait de tout ça, et la manière dont nous parlions de cela, il y avait un écho, et c'était une femme qui m'a plu tout de suite. J'aime Michel Bernstein, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est une femme à l'esprit farouchement indépendant, qui a un humour permanent, et qui trouve toujours quelque chose à redire sur tout, mais avec esprit. Et donc, c'est très excitant parce que ça alimente, et l'échange vous oblige à monter en puissance toujours parce que ça ne s'arrête pas. Elle réagissait systématiquement contre l'esprit de système, et quand le groupe devenait groupe avec une tendance à dériver vers la secte, elle le pointait toujours,
Et elle a apporté beaucoup de choses qui ont permis la naissance du mouvement situationniste. Et quand elle s'est retirée, le mouvement a pris une autre évolution qui était en gestation à ce moment-là. Et elle a commencé à prendre ses distances parce que elle trouvait que se développait un côté garde rouge dans le groupe, quoi. Donc votre première rencontre avec un membre de ces avant-gardes, disons pour le dire vite, donc c'est Volman. Ouais. Et j'avais dans l'idée de faire un livre infaisable, un livre monstre, un livre fou. C'est-à-dire de recueillir les documents de manière chronologique des divers mouvements qui se sont croisés et qui ont collaboré pour aboutir à la fondation de ce mouvement. Évidemment, je n'avais presque rien. Et donc, c'était assez simple de penser que Volman, qui avait participé au mouvement lettriste, quand je l'ai vu, je lui ai dit, j'aurais besoin, parce que, vous savez, on est inconscient. Et c'est ça qui fait que les choses peuvent exister. Quand je dis on prend des risques, c'est-à-dire je suis arrivé et je lui ai dit, en fait, je veux vous voir parce que j'ai besoin que vous me prêtiez une collection de potlatch parce que je voudrais faire un livre dans lequel je veux mettre ça, ça et ça. Et puis il m'a dit oui. Et après, j'ai appris qu'il ne l'avait jamais fait. Donc il s'est passé des choses entre nous, vraisemblablement, vu que la manière dont j'en parle et qui m'a marqué, c'est très rare qu'une relation soit unilatérale sur la durée. Je l'ai connu quand même pendant un certain nombre d'années, puisque je l'ai connu en 1978 et il est mort en 1996. Donc j'ai eu l'occasion, sans que ce soit très régulier, de le revoir à de nombreuses reprises. Et j'ai publié un peu plus tard 2 livres de lui. Donc l'idée que j'avais, c'est ce que je dis, c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est-à-dire que ma démarche de vouloir montrer toutes les origines de ce mouvement, c'est en fait pour cette raison qu'il m'avait accepté de me prêter des documents, de me recevoir et que nous avons parlé ensemble. Parce que j'ai fait un travail de documentaliste appliqué, c'est-à-dire très honnête et très rigoureux, bien qu'il y ait des erreurs dans le livre, bien sûr. Le plus exhaustif possible. Le plus exhaustif, mais surtout très rigoureux, c'est-à-dire de donner les choses dans la chronologie réelle, et je n'ai pas tenu compte des querelles partisanes et de qui avait fait quelque chose avant qui et qui a cru influencer l'autre et qui a tenté d'effacer un autre, etc. Comme c'est les petites guerres dans tous les mouvements d'avant-garde, comme dans le mouvement Dada, on a vu ça aussi. Et le fait d'avoir fait cela comme cela et sans demander la bénédiction à personne, pour ce faire, j'ai dû créer une maison d'édition. Mais comme le livre était complexe à faire, j'ai fait 4 ou 5 livres avant celui-ci, et j'ai sorti ce livre-là. En 85, document relatif à la fondation de l'Internationale situationniste, donc pour le décrire, une sorte d'encyclopédie universalis qui ferait 2 fois la largeur d'un volume de l'encyclopédie, enfin un truc absolument intransportable. De 700 pages, relié, un truc insensé. Complètement fou. C'est-à-dire que j'ai fait un livre, j'ai créé une maison d'édition. Moi, je n'avais pas du tout l'envergure d'être un homme d'affaires, si petite affaire soit-elle. Je n'avais aucune connaissance, pas plus de gestion que d'argent, de comptabilité. Et mu par l'idée de faire ce livre, j'ai créé une maison d'édition qui a failli tomber en faillite très vite, parce qu'avec un livre comme ça, il a fallu que je paye des factures d'imprimerie colossales. Évidemment, le livre n'était pas diffusé, presque personne n'en a parlé, mais qui aujourd'hui est devenu une pièce recherchée. Car vous la publiez plus. Oui, et pour des questions de droit d'auteur, parce que j'ai dû apprendre ce qu'était le droit d'auteur, parce que quand j'ai fait ce livre-là, ma démarche était simple. Je devais mettre les textes qui étaient importants, alors je les mettais. D'un autre côté, il fallait des autorisations. Et j'ai reçu une lettre d'un avocat du Danemark qui me dit il y a un problème, vous avez fait un livre, vous avez publié des textes du peintre Asger Jorn et vous n'avez pas demandé d'autorisation. Et moi, j'ai répondu, mais c'était tout à fait indispensable de les publier. Je ne pouvais pas ne pas les publier, mais il me dit, mais il faut payer. Moi, je dis, mais j'ai pas d'argent pour payer. Et c'était vrai. C'est un truc complètement
ahurissant. Comment ça s'est fini, cette histoire? Ça s'est fini parce que j'ai rencontré la deuxième épouse d'Asger Jorn, qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelait Mathieu Jorn. Qui est un grand mécène de l'Internationale situationniste, en plus d'être un peintre et un artiste à part entière. Et qui a interféré auprès de des enfants qui étaient héritiers de l'avocat, et on a dit, on passe l'éponge, quoi. Mais c'était dans cet état d'esprit que j'ai créé la maison d'édition, c'est-à-dire l'esprit pirate, dans le sens où je pense qu'il faut faire quelque chose, alors je la fais, parce que si, à l'époque, je ne me posais pas la question parce que je ne le savais pas, mais peut-être que je ne voulais pas le savoir, parce que si on se pose toutes les questions, les projets deviennent impossibles à réaliser. Et cette inconscience fait que des fois des choses existent, et ce qu'il est important de noter aujourd'hui, c'est que si le mouvement situationniste est devenu célèbre pendant et après mai 68, toutes les recherches qui s'opèrent autour du mouvement situationniste s'opèrent principalement sur les origines artistiques de ce mouvement. Donc l'intuition que j'avais eue correspondait à quelque chose de réel. Et en ce sens, je suis très content de l'avoir fait. Même si j'ai commis des erreurs, même si je me suis trompé, même si ça a déplu à beaucoup de gens, parce que quand j'avais vu Vollmann avec ce livre-là, quand même, il fallait que je le remercie, je lui ai apporté un exemplaire, et il a regardé le livre, et il m'a dit « Vous allez déplaire ». Et Vollmann, c'était pas quelqu'un qui faisait de grands développements. Il balançait une petite phrase comme ça, et puis c'était point. Il n'en disait pas plus. Et j'ai compris longtemps après ce qu'il voulait me dire en me disant que j'allais déplaire, c'est-à-dire que j'ai compris que mon livre a déplu à Guy Debord. Qui le mentionne dans sa correspondance. Oui, mais sa correspondance, elle est parue, je ne sais pas, mais peut-être 30 ans après que le livre a été fait. Et moi, pendant tout ce temps-là, je ne savais rien. Et en quels termes, alors, il en parle ? Il dit que ma recherche devait être issue d'un quelconque ordinateur, à l'époque où les ordinateurs commençaient à peine à apparaître, et que selon tout, vous savez, il y a toujours cette théorie, c'est que on n'est jamais responsable de ce qu'on fait, il y a toujours derrière vous quelqu'un pour vous pousser à le faire. Ah, vous étiez manœuvré. Et voilà, c'est ça. Si vous voulez, c'est assez amusant parce que après, je lis ça, et j'ai été manœuvré, et puis je rentre chez moi, et je me dis, bon, j'ai été manœuvré. Puis je me dis, quand même, je sais très bien comment ça s'est passé, cette histoire, puisque je l'ai vécue. Et puis, je suis, seul avec moi-même. J'essaye de ne pas trop me raconter d'histoire. Et puis ça m'éclaire aussi sur les gens qui nous ont beaucoup apporté, qu'on admire toujours aussi, et sur une forme de tare aussi, c'est-à-dire que rien ne peut exister s'il n'est pas combiné, manœuvré, amené par quelqu'un, etc., parce que ce n'est pas possible que quelqu'un fasse tout seul. Et j'ai l'impression d'avoir affaire à une attitude parentale classique, c'est-à-dire que je fais des conneries et ma mère pense que c'est pas moi qui l'ai fait, mais que je l'ai fait parce que je suis influencé par mon copain qui, lui, est une mauvaise fréquentation. Et ça tient pas la route, quoi. Parce que le livre, je sais très bien comment je l'ai fait tout seul. D'ailleurs, c'est un livre qui est dédié à Gérard Lebovici, qui était mort un an plus tôt, qui était un producteur de cinéma, qui était aussi l'éditeur de Debord, qui est mort assassiné dans des circonstances troubles. Ouais. Pourquoi ? Je crois que ça aussi, ça rentre dans la phrase de Vollmann que mon livre allait déplaire. Parce que je l'ai fait en toute liberté. C'est-à-dire, moi, je connaissais pas Lebovici. Je connaissais sa maison d'édition Champ Libre. Évidemment, dans cette période d'après 68, je lisais quasi tous les livres qui étaient publiés parce que ça correspondait à un besoin. Et c'est des livres, pour certains d'entre eux, qui m'ont marqué. Quand j'ai appris qu'il a été assassiné, automatiquement, je pensais à quelque chose de dégueulasse. Je ne savais pas, je savais que c'était un type qui était producteur, mais je ne connaissais pas du tout. Et donc, ça m'a paru naturel de lui dédier le livre. Ça n'allait pas plus loin que cela, mais j'assume complètement avoir fait cela. Alors, évidemment, on peut ergoter, et ça a beaucoup ergoté dans ce petit milieu dont je ne fais pas partie et dont je n'ai jamais fait partie. C'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que j'ai fait ce livre-là, mais je n'étais pas dans la coterie du mouvement situationniste. Même si vous vous êtes lié d'amitié avec beaucoup des membres. Oui, mais c'est pas pareil.
J'étais pas chez les turiféraires, j'étais pas chez les prostituées, j'étais pas dans les gens qui parlent. On parle de ragots autour d'un petit groupe, d'une petite secte, d'un petit mouvement. Et souvent, ces ragots n'ont de raison d'être que pour vous permettre de faire croire que vous en faites partie. Et si vous parlez de ces petites choses-là, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre ou vous ne pouvez pas parler de la chose réelle, c'est-à-dire de la théorie que ces gens-là véhiculent. Et moi, bien sûr que j'ai eu des liens avec des situationnistes et des liens d'amitié avec un certain nombre d'entre eux, et durables, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, et ce sont des vieilles personnes auxquelles je suis lié et certaines fois très lié. D'ailleurs, c'est devenu avec certaines personnes des relations quasi familiales ou quasi filiales. Notamment avec la première épouse de Debord, Michel Bernstein. Ah oui, c'est une très grande amie, une très bonne amie à moi. Pour moi, c'est plus du tout une personne. Bien sûr que je sais très bien comment je l'ai rencontrée et quand je l'ai rencontrée et qu'elle a fait partie du mouvement situationniste et qu'elle a été un membre fondateur de l'Internationale situationniste. Mais nos relations au jour d'aujourd'hui sont des relations qui sont familiales. Bien sûr qu'il nous arrive de parler de ce mouvement et de ce sujet et d'autres sujets aussi, mais c'est plus du tout, c'est une relation qui a, sur la durée, qui a énormément évolué, mais aussi, si vous voulez, ça tient à moi aussi. J'ai des amis que j'ai connus parce qu'ils ont été protagonistes de ce mouvement, par exemple Gianfranco Sanguinetti en Italie, et là, nos rapports sont moins soutenus que par le passé, mais pendant une époque, on était très proches, très amis, main dans la main, et on vivait pas ensemble, mais on faisait énormément de choses ensemble. Et ce qu'on faisait ensemble n'était pas obligatoirement des choses politiques, si vous voulez. Et parce que, comment vous dire, une rencontre qui passe à travers un certain canal dans la vie, bien sûr, on en fait régulièrement. Mais s'il y a quelque chose d'autre qui se produit et qui permet de dépasser cette relation, moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que les choses ne soient pas figées et qu'elles débouchent sur autre chose que ce pourquoi elles étaient programmées. Quand Waldman est mort, ça m'a particulièrement bouleversé. Mais ça m'a bouleversé parce que j'avais un type de relation avec un homme où j'ai senti une perte quand il est mort. J'ai pas senti la perte d'un artiste ou d'un homme public qui a fait des choses, parce que la relation s'est tricotée autrement. Donc, que ce soit Michel Bernstein que vous éditerez plus tard, que ce soit Gianfranco Sanguinetti qui vous a donné, je crois, une icône qui figure désormais en tête de tous vos ouvrages publiés, de tous les ouvrages publiés par Alia. Oui. De tout cela, on parlera, si vous voulez bien demain, lorsqu'on reviendra sur la création et les premières années d'Alia. Merci Gérard Berby. Merci à vous.